Bonjour et bienvenue sur le podcast Hypnose et compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'un article que j'avais écrit. J'ai décidé que les articles que j'écrivais dans la newsletter, j'allais les enregistrer aussi en podcast parce que ils me demandent pas mal de boulot souvent. Et je me disais que c'était dommage de les laisser juste en article et que je suis légèrement feignante. Et que des fois j'ai pas du tout d'idées pour les podcasts, j'ai même souvent pas d'idées pour les podcasts, donc c'est plus facile pour moi d'écrire. Donc je vais utiliser la technique du recyclage, vu que je suis écolo, et que je vais recycler les articles de la newsletter. Alors je vais pas les lire totalement, hein, ça pourrait être légèrement relou. Je pense rajouter des anecdotes, des trucs de séance, partir dans tous les sens, bref. Comme d'habitude en podcast. Et dans cet article-là, j'avais parlé de la résilience suite à l'écoute d'un podcast où c'était Albert Moukébert qui était l'invité. Et il avait redéfini la résilience, ça m'avait fait un petit tilt, j'avais trouvé ça très intéressant, et du coup j'avais partagé un peu cette notion sur la newsletter. Newsletter dont vous pouvez, à laquelle plutôt, vous pouvez vous abonner, je parle bien française ici, à laquelle vous pouvez vous abonner, je mets le lien dans la description. C'est censé avoir une par semaine, autant vous dire que c'est plutôt 2 par mois. Donc la résilience, il y a des définitions qu'on a un peu toutes et tous entendues. On a un peu le prêtre de la résilience, ça va être Boris Cyrulnik. Lui, il va parler de capacité à renaître après un choc psychique. Et quand on cherche sur Google, sur des dictionnaires, la résilience, ça va être la capacité à surmonter un trauma, à se reconstruire, à vivre de manière satisfaisante malgré des circonstances difficiles. Ces définitions, elles sont plutôt intéressantes, puisque ça parle d'une capacité d'aller mieux, de se reconstruire, de continuer à vivre, de continuer à bien vivre après un choc. Là où elles posent problème, c'est qu'elles peuvent assez vite devenir culpabilisantes, c'est-à-dire que si on se reconstruit pas vite, parce que souvent on va amener cette notion, notamment nous dans une société où on est assez speed, on va amener cette notion de rapidement, il faut vite se reconstruire après un choc, que ce soit une maladie, que ce soit un trauma, que ce soit un événement de la vie. Il faut se reconstruire assez vite, et du coup, ne pas aller bien, ça va devenir un problème, comme si on n'était pas assez fort ou pas assez résiliente. Si on souffre encore, c'est que quelque part on déconne. C'est nous qui déconnons, c'est de notre responsabilité individuelle. Sauf que la résilience, c'est pas une performance, et ça va pas être le but, c'est pas d'atteindre cette ligne d'arrivée en disant ça y est, moi je suis hyper résilient. Et pourtant, la résilience est souvent montrée comme un compliment. Ah bah ouais, toi t'es quand même bien résilient, tu t'en es vite remis. C'est une qualité, finalement. Alors est-ce que c'est une qualité qui est innée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer? On verra ça un peu plus tard. Et l'autre chose qui pourrait être problématique dans la définition de la résilience, notamment à vivre de manière satisfaisante malgré des circonstances difficiles, c'est que ça peut devenir, alors non pas une excuse, mais une façon de continuer d'accepter des conditions de vie pourries. Je pense par exemple à des clientes, parce que j'en voyais pas mal, vu que je voyais pas mal de vertiges de minière. L'ORL qui m'envoyait ces personnes n'avait rien trouvé en termes médical, et partait donc du principe que c'était plus du stress, et souvent on tombait sur des boulots très stressants, sur des burn-out, des choses comme ça. Mais pas que. Bref, je pense notamment à un client en particulier qui avait fait un gros burn-out, et qui retournait au travail, mais au travail les conditions n'avaient pas changé, et qui venait me voir pour continuer même pas pour continuer pour accepter mieux les conditions de travail, ce qui est pas illogique en soi. Quand on n'a pas le levier de changement sur le contexte, sur la situation, on se dit pas moi petit employé, je vais pas c'est pas moi qui vais faire changer toute la boîte, notamment sur les grosses boîtes, c'est difficile, et on nous a beaucoup fait croire qu'on avait très peu de levier de changement sur de l'extérieur. Donc la base du dev perso, c'est que si on peut pas changer le système, il faut que nous on change, et si nous on change, le système changera. Alors autant vous dire que dans des boîtes, c'est quand même assez rare quand vous changez et que la boîte change avec vous, hein. Mais bon, pourquoi pas. Et donc on revient sur une responsabilité très individuelle, c'est à moi d'accepter mieux, d'être plus résilient face à ces conditions de travail merdiques, voire agressives, voire traumatiques, suivant les cas. Et là pour moi ça commence à me poser problème, parce que du coup nous, si on vient aider à être plus résilient là-dedans, à mieux accepter, eh bien on va revalider un pattern problématique. Et la plupart du temps, ça tient 1 mois, 2 mois, et ça répète après. Enfin, il y a un autre burn-out qui arrive, voire pire, voire d'autres maladies, voire des arrêts de travail parce que ras-le-bol, voire la dépression, voire voilà. Donc c'est quand même assez dangereux. Nos orientations, nos stratégies d'accompagnement, elles ont vraiment un impact sur les personnes qui viennent nous voir. Donc nos propres croyances sur l'accompagnement, sur le développement personnel, sur la thérapie, vont avoir un impact direct sur nos clients et clientes. La résilience, comme c'est expliqué comme ça, en tout cas dans ces définitions-là, pour moi, elle est un petit peu problématique,
Et c'est résumé très très bien par Albert Moukébert dans la conférence que je vous mettrai aussi en lien, qui était la conférence à la Cité Miroir. Il disait, c'est pas de la résilience, ça c'est de la maltraitance. Chercher à être résiliente dans des conditions anormales, comme travailler 70 heures par semaine, vivre dans un contexte violent ou injuste, c'est pas de la résilience, c'est de la maltraitance. C'était la phrase totale. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très très juste. Il faut vraiment faire attention à comment on travaille, comment est le contexte des gens et quels pourraient être les problèmes si on travaillait à plus de résilience ou à plus accepter le contexte. Donc une autre manière de penser la résilience, c'est pour lui en tout cas, c'est pas aller bien tout le temps, ou en tout cas aller mieux après un choc rapidement, ou aller bien après un choc. Ça va pas être de rester positif ou positive malgré tout, ça va être perdre moins de capacité dans un moment où on aurait pu s'effondrer. Donc il nous arrive une emmerde, il se passe un truc de la vie, on nous annonce qu'on est atteint d'une maladie, quelqu'un de la famille ne va pas bien, on aurait pu s'effondrer, on aurait pu tout lâcher nos routines, les choses qui nous font du bien, et bien c'est arriver à perdre le moins de capacité possible. Alors je sais, on n'aime pas parler en négatif, j'entends, je m'en fous. Parce que là c'est intéressant, c'est pas avoir le plus de capacité, c'est pas gagner le plus de capacité, c'est vraiment en perdre le moins possible. Donc c'est accepter l'idée qu'on va en perdre. Parce que c'est normal, dans un choc, dans un problème, dans un événement de vie difficile, on perd des capacités. Et ça veut pas dire qu'on est une grosse courge, ou qu'on n'est pas assez bien ou pas assez forte. C'est juste qu'on perd des capacités. C'est aussi la capacité à mobiliser des ressources qu'on avait déjà en nous, ou autour de nous. Donc continuer à aller discuter avec des gens, arriver à être quand même en lien avec des gens. Aparté, quelqu'un fait des travaux dans l'immeuble où je suis. J'ai essayé d'attendre. J'ai essayé de réenregistrer, ça fait 3 fois que je recommence ce podcast. Je le finirai, quoi qu'il arrive cette fois, même si ça fait tap 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 à grands coups de marteau à côté. Donc, perdre moins de capacité possible, mobiliser ses ressources et rester fonctionnel, même un petit peu, même pas parfaitement. Tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire que ça va avoir un impact sur nous. Un événement de vie difficile, un trauma, un choc psychique, n'importe. Ça a un impact sur nous. Et c'est normal. Et le reconnaître ce qu'on perd là-dedans, c'est important, tout en arrivant à garder un petit peu de fonctionnalité, un petit peu de capacité. Pour certains et certaines, beaucoup de capacité et de fonctionnalité. Pour d'autres, moins. Mais ça veut pas dire que ceux qui en gardent plus sont plus forts. Parce que y en a qui gardent des super fonctionnalités et qui sont dans un déni monstrueux. J'en connais, je citerai pas des noms. Donc parfois ça veut juste dire réussir à se lever le matin, à se faire un café, à répondre à un texto. C'est pas la folie, mais c'est aussi ça d'être résilient et résiliente. Dans la newsletter, j'ai raconté un peu ce qui, moi, est mon côté perso actuellement, c'est que j'ai un de mes grands-parents qui a une démence sénile, et c'est difficile. Et j'avais lu un magnifique article là-dessus de Namir. Je vais essayer de vous le retrouver et de le mettre aussi dans la description. Et il utilisait une jolie comparaison, et il disait c'est comme un tableau qui s'efface. Je crois qu'il parlait d'un de ses parents. Et c'est exactement ça. Et dans ces moments-là, alors moi mon truc c'est de me mettre en aidant de l'aidant. Pas le plus facile, je me remarque, de parler de ça en public, c'est marrant. Dans la newsletter c'était déjà pas facile à écrire, mais alors en podcast, je me rends compte en fait je parle pas beaucoup perso, ça fait 3 fois que j'enregistre les mêmes trucs, en même temps il y a l'autre qui fait tap 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 à côté, ça m'énerve. Bref, là on a passé une semaine avec mon grand-père à faire un peu de garde malade, et je me rends compte que ça me pompe beaucoup en énergie, en émotion, et que je suis pas au top émotionnellement, clairement pas. Je suis à un niveau de 0 patience à peu près, je suis triste, je suis en culpabilité, colère, bon bref, tout s'y passe, un classique. On est dans une phase actuellement où on va quand même pas mal au sport avec mon cher étant, on essaye de bien manger, bref. Pareil, un classique. Et c'est difficile d'arriver à garder les routines habituelles en même temps que les émotions et que l'accompagnement de quelqu'un qui va pas bien. C'est difficile même de continuer à discuter avec les gens, moi j'ai une grosse capacité de grotte, et de me replier beaucoup sur moi. Et donc le manque de résilience, ou enfin l'absence de résilience, comme défini en tout cas par Moukébert, ce serait là de tout lâcher, quoi, de plus aller au sport, de manger n'importe comment, de rester dans ma grotte, et etc., etc. Et pourquoi pas, peut-être que ça m'aiderait, hein, en vrai, c'est mon schéma habituel. C'est pas ce qui m'aide le plus, j'ai remarqué, à force, mais je sais que ça arrive, quoi. Et donc là, le fait d'être un peu résiliente dans ce contexte, ça va être de continuer un petit peu, enfin pas du tout correctement, mais un petit peu mes routines, tout en essayant de ne pas culpabiliser trop. Beaucoup de trop et de un petit peu dans ce podcast.
Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je n'essaye pas de me dire, allez, il faut tout que je tienne pour l'instant et tout que je tienne super bien alors que mon contexte change et est compliqué. Mais j'essaye d'en faire le minimum possible en restant sur le 1 est mieux que 0, quoi. La résilience, c'est pas quelque chose qui est inné. Pour moi, ça va être quelque chose qui va se construire, notamment par le lien aux autres, les relations qu'on a, la discussion, les soutiens, par la capacité à dire ce qu'on vit, c'est-à-dire à mettre des mots dessus, et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qu'on travaille quand même pas mal avec nos accompagnés. Même si c'est... Allez, je m'exprime mal. Je pense que c'est une des limites pour moi, des fois, de l'hypnose sèche, ou des gens qui disent « Ouais, on fait pas d'anamnèse, balèque, go en hypnose tout de suite. De toute façon, il n'y a rien d'important qui est dit dans l'anamnèse, puisque c'est le conscient qui parle, et que vaut mieux parler à l'inconscient qui, lui, sait. » Ça aussi, il faudra qu'on en reparle un jour, hein, de ça. Et contrairement à ça, je pense que c'est très important d'arriver à raconter. Parce que, alors il y a des gens qui savent très bien raconter. Moi par exemple, j'ai pas trop de problèmes à raconter. Je sais assez bien dire les choses aux gens de confiance. Pas sur un podcast, visiblement, pas du tout. Mais et je pense que vous en avez vu aussi des clients et des clientes qui ne parlent à personne. Et ça, c'est vraiment des questions des fois très intéressantes à poser. C'est à qui d'autre vous avez raconté ça? Alors il y aura ceux qui auront raconté cette histoire à tous les autres thérapeutes, tout le monde connaît. Et il y en a qui parlent à personne, qui ont absolument pas de soutien à cet endroit-là et qui n'en veulent pas parfois, et qui ont vraiment du mal à raconter, du coup, à narrer. Et donc pour moi c'est important ce passage-là dans la discussion avec les gens. Ça donne des infos, ça permet de créer sa stratégie, de savoir où est-ce qu'on va, etc. Il y a pas que pour ça, mais dans cette idée-là, de la narration et de se raconter et de raconter son récit et de s'entendre le raconter et d'avoir en face des réactions face à ce récit, c'est important. Donc en accompagnement, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est très personnel, on n'essayera pas de booster la résilience à fond. On va prendre en compte fort le contexte dans lequel sont les gens, et ça demande aussi du coup de la discussion. Et de pas passer en mode trance à fond, mode hypnose ou au protocole direct, parce qu'il faut du changement très rapide, mais de prendre en compte le contexte, de comprendre le système dans lequel s'inscrit la personne, ou les systèmes dans lesquels elle s'inscrit, d'avoir aussi des billes sur soi, pour soi, de savoir ce qu'est un environnement qui est maltraitant, enfin voilà, là c'est nos propres compétences, à nous de nous renseigner là-dessus, quoi. Et on peut après accompagner les gens à retrouver leurs ressources, leur capacité à se sentir un peu moins démunis, à garder leur routine, certaines routines, et à accepter que tout ne va pas tenir. Et qu'il y a des choses qui vont casser. Il y a des routines qui vont péter en l'air. Il y a des capacités qui vont pas rester. Et ça veut pas dire qu'elles restent pas pour toujours, mais que pour l'instant, dans ce contexte-là, elles sont pas accessibles. Et que c'est ok. Je déteste cette phrase, mais je l'ai dite, c'est bon. Mais en tout cas que ça... Nous, notre travail, c'est que ça influe pas trop sur la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que quand on perd des capacités et qu'on se dit qu'on gère pas assez, qu'on fait pas assez, on a une grosse capacité de se mettre des grands coups de fouet dans le dos et de perdre du coup et en confiance et en estime. Et donc nous, notre travail en accompagnement, ça peut aussi être de soutenir, de créer un espace où l'effondrement c'est ok et sans pression, parce que les gens se mettent déjà assez à la pression, mais sans rajouter de la pression à rebondir rapidement. Voilà, c'était un podcast un peu brouillon, sûrement parce que ça me touche actuellement, et donc désolée pour ceux qui aiment quand c'est bien organisé et bien construit. Promis, les newsletters sont plus organisées et plus construites que ça, puisque le podcast au bout d'un moment ça me saoule de les réenregistrer et de faire le montage, alors que la newsletter ça me dérange pas de relire. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou belle soirée suivant le moment où vous écoutez, et prenez soin de vous.